Voilà. On va passer à la séquence des présidents. On a eu des petits soucis de micro, mais rien de très important. Et je vais demander au président de venir me rejoindre sur cette scène. Valérie Fournier, Yannick Borne, Marie-Noëlle Lienemann, Marcel Rogemont, Jean-Luc Vidon. Applaudissez-les, ce sont vos présidents. Après tout, ils le méritent. Oh, l'introduction, elle va être ultra courte parce que des chiffres, vous en avez eu beaucoup et vous avez plein de choses à dire. Hein. On l'a dit, on le répète. Emmanuel Cos l'a redit dans son discours, 2 200 000 foyers français qui attendent un logement social. En moyenne, il faut attendre entre 2 et 3 ans pour obtenir un logement. En Île-de-France, c'est 7 ans. À Paris, c'est 10 ans. En Île-de-France, 50% des demandes émanent de personnes isolées. Voilà. En face, il y a évidemment des difficultés à construire. On en a parlé. On prit place donc les 5 présidents que je vais vous présenter brièvement parce que vous les connaissez tous. Valérie Fournier, présidente de la Fédération des ESH. Yannick Borne, président de Procivis USAP. Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération des COP HLM. Marcel Rogemont, président de la Fédération des OPH. Et puis on va commencer avec vous, Jean-Luc Vidon. Très heureux de vous accueillir à cette tribune. Vous êtes le tout nouveau président de la FNAR. Peut-être un petit mot, vous avez tous écouté le Premier ministre ce matin. C'est évidemment des discours qui sont un petit peu techniques, où il faut comprendre où est placée la virgule ou pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, je crois que... Bonjour à tous et à toutes. Alors attendez, avant que vous commenciez, on me dit un truc super important. Il faut que vous enleviez vos badges, parce que c'est hyper moche sur les images et sur les photos. En plus, vous n'en avez pas besoin, tout le monde vous connaît, vous allez pouvoir rentrer. Bon, donc Jean-Luc Vidon, je ne vous coupe plus la parole. Très bien, donc j'ai droit à un deuxième essai, sans le badge. Pas plus tout de suite. Non, donc moi ce que je souhaite dire en préambule, c'est que le Premier ministre, ce matin, avec nous, a partagé un constat. Et ce constat, c'est celui d'une crise très profonde du logement social, avec des situations dramatiques pour les personnes. Parce que quand vous évoquez les chiffres de l'Île-de-France, une demande sur 10 satisfaite chaque année, quand on sait les sommes colossales investies par l'État pour mal répondre aux besoins d'hébergement d'urgence, quand on sait les difficultés que rencontrent un certain nombre de territoires dits détendus, mais sur lesquels la question du logement se pose tous les jours en termes de renouvellement, en termes de restructuration du parc, en termes de réponse au mal-logement, eh bien, effectivement, il y a de quoi s'alarmer. Et donc, le Premier ministre a pris conscience de cette inquiétude. On est au bout d'un mandat de 5 ans. Il prend conscience de la situation. Il prend conscience des besoins d'agir rapidement. Et à partir de là, il nous a proposé, et nous en sommes satisfaits dans le principe, un certain nombre de dispositions, un certain nombre de mesures. Avec quand même une question qui est de savoir quel va être le rythme de mise en place de ces dispositions. Parce qu'on a parlé de choses qui peuvent aller vite. Hein. Comment? Il a dit tout de suite. Il a dit tout de suite, mais on sait qu'entre le moment où on décide et le moment où on fait un certain nombre de choses, il se passe du temps. Et pendant ce temps-là, les demandeurs de logement attendent. Pendant ce temps-là, l'hiver arrive. Pendant ce temps-là, la pression sur le marché s'accroît. Et pendant ce temps-là, on entend que les prix de l'immobilier sont en train d'exploser dans toutes les grandes villes, dans toutes les métropoles et dans un certain nombre de villes moyennes. Donc on voit que la question de la façon dont l'État s'empare, se réempare de la question du logement et en fait une véritable politique pour que le logement abordable le soit pour tous, ou pour du moins toutes celles et ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire l'immense majorité de nos concitoyens, eh bien cette question-là, elle mérite des mesures d'urgence. Et la première d'entre elles, et je vais terminer par là pour le moment, c'est une volonté politique. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Après, il y a des mesures financières, après, il y a des mesures techniques, mais il y a une volonté politique que l'État doit réaffirmer. Et moi, ce que j'attends du Premier ministre, à partir de là, à partir du discours de ce matin, c'est qu'il remobilise l'ensemble des acteurs du logement de façon forte, de façon rapide, et en donnant des signes d'un réengagement de l'État pour apporter des réponses. Mais il n'est pas en début de mandat, là, il est plutôt en fin de mandat. Ben oui, il est en fin de mandat. On va voir ce qui se passe. En tout cas, le mouvement HLM sera présent dans les mois qui viennent pour rappeler la question du logement qui doit être au cœur
du débat sur les présidentielles, parce que la question du logement, c'est la question de l'insertion dans la société, c'est la question de l'accès à l'emploi, c'est la question du bien vivre ensemble. Et même si elle n'apparaît pas comme étant la première dans les sondages d'opinion, elle est essentielle pour nos concitoyens. Alors, je vous passe la parole, Valérie Fournier, en précisant qu'évidemment, vous pouvez continuer à envoyer des questions et des bonnes questions. On essaiera d'y répondre. Valérie Fournier, pour en revenir à cette exégèse de la parole du Premier ministre. Je ne vais pas être en contradiction avec mon camarade Jean-Luc Duvidon. Je pense quand même que ce qui était important aujourd'hui, c'est déjà d'avoir un Premier ministre qui nous a dit que l'intérêt général et le logement social étaient pour lui synonymes et que nous partagions ces deux valeurs. Ce qui, dans les 5 ans qu'on vient de vivre, est quand même une première dans l'exercice, donc on peut le souligner. Je pense que, alors on peut toujours dire que finalement c'est une promesse tardive, moi je pense que c'est aussi lié au fait que nous avons prouvé que nous étions en capacité de faire et que nous ferions. Et c'est aussi ça, je pense, qui a rééquilibré, enfin je l'espère, le débat, c'est que finalement, malgré la RLS, malgré un certain nombre de choses, les organismes ont été au rendez-vous. Je pense que la crise sanitaire a démontré que le fait non seulement d'avoir une adresse, mais d'avoir une adresse sur le logement social avait un vrai gain pour nos locataires et que nous avons été au rendez-vous pendant toute la crise, comme il l'a dit, en proximité, mais dans l'ensemble de la chaîne de nos métiers. Donc je pense que cette affirmation d'une certaine idée de la République à laquelle, je crois ici, nous croyons tous, est un point très important. Après, comme vous l'avez dit, c'est un Premier ministre qui est non pas en fin de mandat, mais le président est en fin de mandat et donc en campagne. Donc on sait Vous bien avez rectifié par vous-même, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir des annonces tonitruantes, comme c'est toujours le cas dans les fins de mandat. Ce qui est donc important pour nous dans ce qu'il a dit aujourd'hui, je crois, c'est d'abord qu'on avait une épée de Damoclès sur l'exonération de TFPB. L'exonération de TFPB, c'est un élément indispensable pour l'équilibre de nos opérations, pour faire du logement social. Les 10 ans, c'est suffisant ? Non, ce qui était important, c'est que nous gardions, nous, l'exonération de TFPB et qu'effectivement, il y ait un rééquilibrage entre les communes et l'État sur le coût de cette exonération, puisque quelque part, la taxe d'habitation a profondément transformé à la fois les gains pour ceux qui en bénéficient de sa suppression, mais aussi pour les collectivités. Donc c'était important de garder ce marqueur qui est spécifique au logement social, qui est un régime fiscal particulier. C'est pour ça que nous ne sommes pas soumis à l'IS, c'est pour ça que nous avons des exonérations. On n'a pas des exonérations pour le plaisir, on a des exonérations parce que la mission sociale impose, si nous voulons faire des loyers modérés, d'avoir ces avantages. Et donc je pense que ça c'est important. J'aurais aimé pour ma part qu'il parle de la surcompensation, mais on y reviendra certainement. Bon. Un dernier mot, parce que bon, on reparlait du ton général, et finalement vous avez l'impression de dire oui, le Premier ministre nous a compris. Vous avez l'impression qu'il y a une évolution de la part de cette majorité entre le congrès de Strasbourg, qu'on a évoqué évidemment, qui est un peu psychodramatique, et le congrès de Bordeaux? Oui, enfin, je pense que personne ne dira que le contraire. Après, on verra dans les faits comme toujours. Mais oui, je pense qu'il y a une évolution forte. Et encore une fois, je pense que c'est aussi parce que nous avons continué à faire. Et que c'est ça aussi la particularité de nos organismes et l'obligation que nous donne la mission. C'est de continuer à faire. Yannick Borde. D'abord, je pense qu'on peut se satisfaire qu'un Premier ministre vienne de nous présenter pendant 3/4 d'heure sa vision de la situation. Il a partagé quand même un constat qui est fort, c'est celui de dire qu'on est dans un vrai moment très difficile, parce que parfois certains disent qu'après tout, laissons le marché se réguler. Or aujourd'hui, on voit que ça ne suffit pas. Mais ça n'efface pas 4 années ou 5 années de mesures successives. Alors il y a eu la RLS qui est dans la tête de tout le monde, le réseau Procivis qui est plus positionné sur l'accession à la propriété, n'oublions pas la suppression de l'appel accession. Et à travers là, on arrive aujourd'hui à un échec assez fort quand même sur ce qui avait été annoncé par le président de la République comme étant son ambition sur le choc de l'offre, où aujourd'hui on a une demande et une offre qui s'écartent de plus en plus, que ce soit sur le logement social, mais sur toute la chaîne du logement. Et nous qui sommes présents sur pratiquement tous les segments, on voit bien aujourd'hui que le parcours résidentiel, il a cité le mot une fois ce matin, ce qui n'est pas neutre parce que je pense qu'on l'a peut-être un petit peu oublié ces derniers temps.
on voit bien aujourd'hui que toute la chaîne est un peu grippée, c'est-à-dire on sort plus difficilement du parc social parce qu'on n'arrive pas à accéder à la propriété. Dans le parc locatif privé, ça tourne beaucoup moins vite que ça ne tournait, la preuve sur la problématique du logement étudiant, etc. Et le marché de l'accession à la propriété, il devient extrêmement cher dans beaucoup d'endroits. On avait ces derniers temps une espèce d'amortissage qui était, d'amortisseur pardon, qui était le marché ancien qui servait un peu d'accession sociale à la propriété parce qu'il y avait un vrai écart avec le prix du neuf. Aujourd'hui, sur beaucoup de territoires, ça s'est énormément resserré. Et le grand contexte, moi, que je trouve du moment aujourd'hui derrière tout ça, c'est qu'on a l'impression que dans les 35 000 communes de France, ça monte. C'est difficile de trouver quelque chose. C'est pour ça que nous, on combat, par exemple, je lui ai redit quand il est passé sur notre stand quelques instants, que ces notions de marché tendu, détendu, elles sont à combattre aujourd'hui parce qu'elles ne correspondent plus trop à des réalités. La question du zonage, elle est un peu archaïque, donc il faut repenser autre chose. Alors là, on est dans la pré-campagne, donc c'est le moment de leur souffler quelques idées, mais pas toutes. Et surtout de faire en sorte que, avec celles et ceux qui seront élus à partir de mai prochain, on puisse réactiver ces dossiers-là. Aujourd'hui, on a une chaîne qui me semble, moi, être grippée à plusieurs endroits. Et bien évidemment, le premier étant l'incapacité pour une grande part des familles de pouvoir rentrer dans le logement HLM. Donc, même si ce matin, enfin moi, j'ai rien trouvé de transcendant ce matin. Alors, en tant qu'élu local, je suis très surpris de l'arbitrage sur la compensation de la taxe foncière. Bon, je pense que c'est une bonne nouvelle. Personnellement, j'y croyais pas trop, mais bon. Ah oui, vous n'étiez pas dans le secret des dieux. Je suis pas dans le secret des dieux, mais même sans être dans le secret des dieux, sincèrement, je pensais pas que cet arbitrage-là, il allait pouvoir passer parce que ça fait quand même très longtemps que côté collectivité locale, il y a un petit sujet sur cette question-là. Bon, là, il y a. Donc ça, c'est la bonne surprise quand même, quoi. Oui, enfin, moi, en tant qu'élu, je me méfie souvent des compensations parce qu'elles ont quand même tendance à s'égrener dans le temps. Donc, on verra ce qu'il en restera, in fine. Parce que 10 générations de logements sociaux, 6 générations de production de logements social exonérées pendant 10 ans, si j'ai bien compris le mécanisme de ce matin, en y rajoutant des bouts de PSLA et peut-être un petit peu au-delà du sol locatif HLM, ça fait quand même un peu de sous. Hein. Donc on verra bien à un moment donné, il faudra bien. Mais même comme on est toujours dans le quoi qu'il en coûte, là, depuis maintenant 18 mois après tout, allons-y. Mais bon voilà, ça c'était peut-être l'annonce qui était, à titre personnel en tout cas, plus surprenante ce matin et qui peut sécuriser les semaines et les mois à venir. Sinon, reconnaissons qu'il n'y a rien eu de transcendant d'annoncer ce matin pour relancer la construction. Parce qu'aujourd'hui, si on veut réguler, quelle que soit la chaîne du logement que l'on prend, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, quand vous voulez réguler une demande, il faut de l'offre. Hein. Et aujourd'hui, on n'a pas les recettes pour nécessairement augmenter immédiatement, rapidement et fortement l'offre de logement. Marie-Noëlle Lienemann, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous n'avez pas été totalement enthousiasmé par le Premier ministre. Non, mais en tout cas, excusez, j'ai des problèmes de corde vocale. Non, je n'ai pas été enthousiaste, mais finalement, ce n'est pas l'enjeu. Premier enjeu positif, il est venu. Deuxième enjeu positif, je crois que notre mouvement s'affirme, et comme l'a dit Valérie, à la fois par ce qu'on fait, et par ce qu'on propose, et par ce qu'on dit. Mais en revanche, moi, je pense que ce qui est important, ce n'est pas seulement les paroles, mais la manière dont ces paroles débouchent sur des actes, voire sur des changements de cap. Alors moi, oui, je trouve ça très important qu'on dise que le logement social concourt à l'intérêt général. Mais j'aurais aimé, et je pense que même à cette étape, il nous explique que le modèle français du logement social, qui a sa spécificité et son efficience, quand on voit ce qui se passe, tous ceux qui nous disaient « il faut vendre, il n'y a pas besoin de parc public » et tout ça. Vous avez vu le référendum à Berlin, vous avez vu le mécontentement profond dans tout un certain nombre de pays, même aux États-Unis, où ils sont en train de refaire du parc public. Donc je pense que le moment était venu pour que notre Premier ministre dise « ce modèle, ses fondamentaux, évidemment, il doit évoluer, mais ses fondamentaux sont bons et on doit les consolider. » Et ce n'est pas simplement du vent. Quand la Cour des comptes met en compte la fonction généraliste du logement social, j'aurais aimé que le Premier ministre dise « on a besoin de ces fonctions généralistes qui ne cornérisent pas le logement social uniquement sur les très pauvres. On a besoin que l'accession à la propriété fasse partie du parcours résidentiel pour justement élargir les capacités de répondre à l'ensemble des couches populaires et modestes. J'aurais aimé qu'ils disent la surcompensation. Non, le mouvement HLM n'est pas surcompensé.
Oui, ici ou là, il peut y avoir des dérives d'opérations ou d'organismes surcompensés, mais c'est minoritaire, archi-minoritaire et marginal. Or, on le sait, ce qu'a préparé l'Ancols, heureusement, le gouvernement a rétropédalé, mais moi, je voudrais être sûre de où on va atterrir, que ce ne soit pas du rétropédalage reculé pour limiter la casse. J'aurais aimé que sur tout un certain nombre de sujets, il accorde au logement social la priorité qui devrait lui revenir. Je pense au foncier public. C'est bien que le Premier ministre s'en occupe. Très bien, c'est mieux parce qu'il a quand même l'autorité de Premier ministre. Mais vous savez, il se trouve que depuis les années 90, ce sujet est sur la table, que j'ai eu l'occasion de le voir. Les capacités d'inertie des administrations, même par rapport aux politiques qui passent, sont gigantesques. Donc si on n'est pas capable de dire, quand on fait une liste de ce que les administrations veulent vendre, on l'achète au prix du marché par un organisme public qui l'achète. Puis ensuite, il fait la décote sur le logement HLM, etc. Et il y a un fonds de compensation qui permet à ce foncier public d'être mis au service d'abord du logement social, de façon équilibrée, dans l'esprit de la mixité fonctionnelle et de la mixité sociale. Mais prioritairement, il y a une part déterminante qui doit aller au logement social. J'aurais aimé entendre ça. Je pense que sur le foncier, on a des outils qu'on n'utilise pas assez. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire, il y avait le débat, le disait très bien, la tentation de mettre plein de bureaux au centre, les logements à la périphérie. Moi, je plaide pour que la puissance publique dise, tant qu'il y a X mètres carrés de bureaux d'activité qui sont construites, il doit y avoir, et qu'on est en zone urbaine évidemment, bon, il doit y avoir une part obligatoire de logement, soit dans l'opération, soit dans un périmètre défini, pas trop loin de cette opération, pour réussir la mixité fonctionnelle, qui est une exigence écologique et d'équilibre. Et dans le parc de logement social, dans la partie qui est faite en logement, car justement on manque, pour les travailleurs clés, de logement au centre, vers les bureaux et les activités, une part majoritaire de logement social. Ces choses-là ne sont pas une révolution qui traumatiserait le pays entier. Ces choses-là, je pensais qu'on pouvait les entendre. J'ai participé à la commission Rebsamen. J'ai fait ce genre de propositions. Je dois dire que toutes ne sont pas rejetées. Elles vont travailler en tome 2, etc. Mais donc voilà ce que truc. Et je voulais quand même terminer comme Fédération des COP. Il n'a quand même pas dit accession sociale. Bon. Or, si le taux d'accession dans le pays a augmenté, il y a une chute vertigineuse de l'accession sociale. Ça veut dire que les couches populaires qui jusqu'à présent, je ne parle pas des hyper pauvres, chacun a bien compris, mais qui voyaient dans la promotion sociale une des façons d'incarner la République, ce n'est pas seulement l'égalité théorique, c'est aussi permettre la promotion sociale. Ces couches-là ne se sentent pas entendues. Et Jean-Luc l'a dit, les besoins de logement, c'est sur tout le territoire. Ce ciblage uniquement sur les zones tendues, qui est légitime, mais ce n'est pas uniquement. Quand vous voyez l'état d'insalubrité dans certains territoires ruraux, la difficulté de revitaliser l'aménagement du territoire, les gens qui pensent qu'en étant accédants, ils ne paieraient pas plus qu'en étant locataires, les problèmes de passoires thermiques. Il faut produire du logement social partout, en accession et en locatif. Et j'ai senti quand même le poids de cette vieille théorie que je connais par cœur à Bercy. Il faut cibler l'hypersocial et l'hypermétropolitain. Et bien, si on veut la cohésion républicaine, il faut que tous les Français, quel que soit le lieu où ils habitent, aient le sentiment qu'une partie de la nation s'intéresse à leur droit au logement. Marcel Rogemont, vous avez le droit d'applaudir, hein, évidemment. Ouais. J'ai oublié juste un truc, je m'excuse. C'est quand même, on fait comme si toutes les ponctions qu'on nous a faites... Parlez bien dans le micro. On fait comme si toutes les ponctions qu'on nous a faites, la baisse de l'APL, c'était déjà derrière nous. Moi, je prétends que ce combat est toujours devant nous. Et je pense que Marcel, tu ne vas pas lâcher ça. C'est clair. Bah, si vous le spoilez en plus son intervention... M'oblige. Toujours dur de passer derrière Marina Lindemann. Hein. D'abord, ma réaction sur les propos très sympathiques du Premier ministre.
Bon, ça m'apparentait un peu à une sorte de bilan de mandat où on efface tout ce qui est négatif et on met quand même quelques dizaines de millions, mais rapporté à l'ensemble du problème qui nous est posé, je ne suis pas sûr que ce soit comme cela que l'on pourra résoudre la question. Je veux simplement attirer, au moment où la campagne des présidentielles va arriver, et le Premier ministre est là pour la lancer ici, quoi. Je voudrais simplement attirer notre attention sur une sorte de dérive, j'allais dire, du centre de gravité du logement social. Je n'oublie pas, puisque vous parliez de Strasbourg et de Julien de Normandie, qui, comme ça, nous avait dit, vous êtes là, mais il va falloir valoriser vos actifs. Ça veut dire que le langage du marché vient dans un système dont on dit la solidité, un système public, robuste, solide, et pas à pas, les dimensions du marché pénètrent dans le logement social. Et ça, c'est un élément qui est important parce que d'un seul coup, on part du logement social et on va vers un autre modèle que je dirais une espèce de modèle liquide du logement abordable dont on n'est pas capable exactement de dire ce que c'est, qui part du PLAI jusqu'au LLI, éventuellement même les logements qui sont à 10%, voire 15% inférieurs au marché. Et ça, cette dilution qui s'opère, je serais tenté de dire, je vais citer un exemple. Je vais prendre par exemple les conditions du LLI et les conditions du PLUS, que vous connaissez tous. Je regarde. Le LLI a la TVA à 10%, le PLUS a la TVA à 10%. Le LLI a l'exo de TFPB, le PLUS a aussi l'exo de TFPB, même si ça va changer. Le LLI peut vendre 50% de sa production en bloc au bout de 10 ans et l'autre partie au bout de 15 ans. Je ne connais pas de PLUS qui soit vendu à 10 ans en bloc, ça n'existe pas. Je dis ça, c'est parce que c'est quand même une condition pour arriver au bout de l'équilibre d'une opération qui est quand même très avantageuse. Par ailleurs, je constate que les loyers du LLI ne financent pas les APL, ce qui est le cas pour les loyers du PLUS, puisque nous contribuons à cela. Par ailleurs, le PLUS va être subi à la surcompensation des fois que des organismes feraient, les méchants, un bénéfice qui serait anormal. Je rappelle que l'Union européenne traite le logement social uniquement sur plainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce genre d'opération pour les autres pays. Et donc, je dis ça, c'est parce que pour le LLI, lui, il n'y a pas de surcompensation. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux produits nécessaires. Le LLI, le PLUS sont nécessaires pour l'équilibre des résultats. Il n'en reste pas moins que, se pose quand même une question, comment on peut avoir les deux mêmes produits, avec deux produits différents, économiquement parlant, avec les mêmes aides. Je pense qu'à partir de là, j'aurais aimé, par exemple, que le Premier ministre ait conscience de ce déplacement du centre de gravité et il nous aurait dit, par exemple, pour le PLUS, et pourquoi pas le PLS, on va mettre la TVA à 5,5. C'est quand même le minimum par rapport au LLI, car je rappelle que le LLI, quand même, c'est des loyers à peu près 2 fois supérieurs à ceux du PLUS. Donc ça, c'est des questions que moi, j'aurais souhaité qu'elles soient abordées. Quand je dis cela, comprenez bien, c'est pour signaler le déplacement du centre de gravité de la politique du logement qui s'adresse aux catégories modestes ou très modestes. Et donc, à partir de là, c'est pour ça que je pense personnellement que même si on doit courir derrière des objectifs louables, des 250 000 agréments qui sont nécessaires sur 2 ans, mais constatons quand même que les conditions économiques dans lesquelles nous sommes ont fait qu'il y en avait 90 000 en 2020 et qu'on va avoir difficilement, le Premier ministre annonce 100 000 pour 2021, on est loin du compte. Et je suis d'accord avec Emmanuel Cos, ce que l'on aspire, c'est faire comme en 2016, où on était à 126 000, et pourquoi pas plus. Mais il faut que les conditions économiques de l'exercice de nos métiers soient rendues compatibles pour remplir ces objectifs. Alors moi, je serais tenté, puisqu'on peut poser des questions, j'aurais voulu poser la question au Premier ministre avec un peu d'humour. J'aurais dit, mais pourquoi tant de bonheur pour le LLI et tant de malheur pour le PLUS?
C'est vraiment une question que je pose parce qu'il y a un vrai problème dans l'appréhension de nos métiers, de nos produits qui se posent et sur lesquels je souhaiterais que nous réfléchissions tous ensemble parce que ce n'est pas, encore une fois, je suis très favorable au LLI, je suis très favorable au PLUS. La question n'est pas que les produits se concurrencent, mais enfin, quand même, un peu plus de mesures, un peu plus de justice serait nécessaire. Marie-Noëlle Lienemann enclenche les applaudissements. La salle suit moyennement. Moi, je me faisais une réflexion en vous écoutant et en écoutant Emmanuel Cos ce matin qui donnait les chiffres. Depuis 15 ans, donc, les chiffres ne cessent de baisser. Je me demandais pourquoi, finalement, votre secteur d'activité est aussi fragile. On parle beaucoup de la capacité d'inertie administrative, et Yannick Borde l'a encore parlé, mais s'il y avait cette inertie, normalement, vous devriez pouvoir continuer à produire à peu près le même nombre de logements. Pourquoi? Parce que vous êtes extrêmement sensible aux politiques. Pour quelle raison, Jean-Luc Vidon? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait une chute depuis 15 ans. Je sais qu'il y a 4 non, ans... C'est-à-dire qu'on arrive au pire, depuis 15 ans. Pardon. Il y a une période où la production a augmenté, et puis depuis quelques années, elle a diminué de façon assez forte. Bon, ça c'est un premier élément. Pour produire du logement social, il y a besoin de plusieurs partenaires. Les bailleurs sociaux sont un des acteurs. Il y a un premier acteur qui est l'État et qui doit piloter les politiques du logement. Et puis, il y a des acteurs qui sont les collectivités locales. Et puis après, il y a les grands partenaires du logement social, Action Logement, la Banque des Territoires et d'autres. Donc c'est un mariage, c'est un ménage non pas à trois, oui, mais à je ne sais pas si c'est un mariage, mais en tout cas, c'est un partenariat entre l'ensemble qui produit des effets. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cette volonté commune n'existe pas, ou n'existe pas suffisamment. Il y a aujourd'hui des territoires sur lesquels la politique du logement se construit à la bonne échelle. Il y a des territoires où la politique du logement se réduit à l'addition des ambitions très locales. Ce n'est pas comme ça qu'on résout une crise du logement. On est dans des régions qui fonctionnent, dans les métropoles en particulier, de façon globale, où la question de l'emploi, du logement, des transports sont intimement liées. On ne construit pas des politiques du logement à partir des ambitions municipales ou des absences d'ambition municipales. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à tenir les objectifs. Vous avez remarqué qu'en 2020 et 2021, c'est particulièrement dans les secteurs les plus tendus que les objectifs n'ont pas été atteints. Alors oui, bien sûr, il y a le prix du foncier. Oui, bien sûr, il y a la difficulté financière que rencontrent les organismes HLM par rapport à l'évolution des prix de la construction et des prix du terrain. Mais il y a d'abord cette programmation insuffisante à la bonne échelle. Il y a d'abord cette question qui se pose, on n'a pas encore abordé la loi SRU, mais de l'équilibre du logement social sur le territoire. Moi, je rappelle quand même qu'il y a encore beaucoup de collectivités qui sont en situation de carencée par rapport à la loi SRU, et que la loi SRU, elle n'a pas 3 ans, elle n'a pas 5 ans, elle a 20 ans quand même. Ce qui veut dire que quand on en arrive là, et même si beaucoup de maires des communes SRU ont fait des efforts qu'il faut saluer, eh bien, on constate qu'il y a une absence de volonté commune qui permet de franchir le seuil, qui permet d'aller beaucoup plus au-delà des besoins du secteur. Parce que aujourd'hui, les écarts qui ont été évoqués en Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions, c'est-à-dire une demande de logement social satisfaite pour 5 ou 6 personnes ou 10 personnes qui attendent pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans le mauvais sens. Dans toutes les grandes agglomérations, eh bien, cette question-là, elle est très préoccupante. Les élus de Bordeaux donnaient des chiffres ce matin, en Île-de-France, en PACA, en Rhône-Alpes, et je pourrais donner bien d'autres exemples. Cette situation est exactement la même. Et à partir de là, moi, je crois que la première des réponses, c'est cette capacité à construire ensemble, à la bonne échelle, une ambition collective. Et après, il y a les moyens de la mettre en œuvre. Il faut une bonne échelle pour
prendre en compte les problématiques foncières, pour réguler le foncier. Quand on voit par exemple que partout où la puissance publique investit pour développer les transports en commun, le prix du foncier explose et qu'on n'est pas capable suffisamment de réguler pour que le logement social trouve sa place à côté des nouvelles gares, à côté des nouvelles lignes de transport, ça pose quand même un problème qui n'est pas seulement un problème de financement du logement, mais qui est un problème de définition du besoin d'habitat et finalement d'interrogation sur la place que doit trouver le besoin d'habitat sur un territoire. Moi, je terminerai par là, mais je rappelle quand même qu'il y a un lien fort entre la question de l'emploi et la question de l'habitat, et qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de salariés et puis pour un certain nombre d'employeurs, cette absence de solution d'habitat abordable est un véritable frein. Et c'est à tout cela que l'ensemble des partenaires doivent répondre. Oui, il faut s'attaquer à la question foncière, mais avant de s'attaquer, ou en même temps qu'on s'attaque à la question foncière, eh bien, il faut définir à la bonne échelle quelle doit être la place de l'habitat social, quelle doit être la place de l'habitat intermédiaire aussi, mais d'abord l'habitat social, parce que c'est celui qui correspond aux besoins des 3/4 de la population à minima. Valérie Fournier, qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la République? Beaucoup de choses. Je vais essayer de déjà répondre à votre question, qui était pourquoi nous sommes un secteur fragile, je crois. Je pense qu'on est un secteur fragile pour plusieurs raisons. D'abord, on est un secteur réglementé. Et ce qui, du point de vue de l'État, est quand même une espèce de courroie de transmission automatique qui fait d'ailleurs qu'en général, on est immédiatement visible et qu'on est souvent dans l'obligation de faire plus vite et plus fort toutes les réformes qui concernent le logement. Si vous regardez tous les textes, en fait, vous commencez toujours par le secteur du logement social et vous lui faites assumer. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait notre qualité, hein, c'est notre capacité à innover ou à nous transformer découle aussi de cet impératif d'aller souvent plus vite sur les réformes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se le dire aussi entre nous, je pense que, et c'est pour ça que je pense que le discours de ce matin, il n'était peut-être pas à la hauteur de nos espérances, mais que cette idée que nous faisons partie d'une certaine république et que nous la partageons ensemble, elle est importante parce que finalement, ce qui a fait les débats au moment de la RLS, c'est aussi de savoir si les Français continuent à avoir envie collectivement de payer l'actif qu'est le logement social. Moi, je le dis souvent, en fait, le logement social dans un pays qui n'est pas un pays riche, qui ne se dote pas de moyens, c'est le bidonville. C'est ce que le HLM a évité et évite depuis de très nombreuses années. Et quand on voit les flux migratoires auxquels nous allons devoir faire face, il faut se rendre compte que ce que nous avons éradiqué est entre guillemets devant nous. Donc c'est ça, cette chance d'avoir des outils performants, c'est aussi ça que l'histoire française du logement social a réussi à mettre en œuvre. Mais objectivement, ce n'est pas forcément un point de vue partagé. Partagé par certains élus, partagé aussi à l'intérieur du débat public et des citoyens. Objectivement, aujourd'hui, les 3/4 de nos permis sont attaqués par des riverains qui considèrent qu'on ne fait pas aussi beau que leur centre-ville, etc., etc. Et que finalement, aujourd'hui, par ailleurs, Emmanuel l'a d'ailleurs dit en disant qu'elle n'accepterait pas cet élément, mais aujourd'hui, vous avez un argument formidable qui est de ne pas dire que vous ne voulez pas des pauvres chez vous, mais vous êtes là pour défendre le climat. Oui, c'est formidable en fait. Vous avez trouvé l'argument massif. Formidable, je suis pour la planète. Voilà. Donc ça, c'est notre quotidien, tous les jours. Et c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Et là où je rejoins d'ailleurs aussi Marcel, c'est que ce qui était un peu embêtant dans le discours de ce matin, et qui n'est pas, Emmanuel l'a d'ailleurs dit en reparlant de la Cour des comptes, qui est un discours qu'on a lancinant depuis plus de 10 ans. On oppose, on part de la rue et du très pauvre, qui est une priorité publique affichée. Et on bascule sur l'intermédiaire. Et toute la tranche du milieu, et la tranche du milieu, c'est l'essentiel. Et c'est le problème des classes moyennes inférieures. Voilà. Ouais. L'essentiel de notre objet et des gens que nous logeons, elle est dans cette tranche au milieu. Et finalement, on est en train, petit à petit, dans le débat public, d'écarter le sujet du logement et d'oublier le centre.
Voilà. Et c'est assez dommage, après une crise où on a beaucoup parlé de la première ligne, des gens qui devaient être là, voilà, et de leur capacité de logement, eh ben, c'est dommage que cet écartèlement entre... moi, je pense que l'intermédiaire est utile, hein, et je le dis parce qu'il faut aussi que nous retrouvions des taux de rotation, il faut aussi que les gens qui sont dans le parc social et qui ont des évolutions de revenus, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas le cas de beaucoup de nos entrants, mais c'est quand même le cas de certains de nos locataires. Il faut qu'ils aient, comme l'a dit Marie-Noëlle, soit par l'accession sociale, soit par d'autres types de locatifs, une possibilité d'avoir un parcours aussi résidentiel et de libérer aussi de l'offre de logement social. Hein, parce que c'est pas, même si on fait 250 000 logements, nous ne répondrons pas à la crise du logement. Il faut construire, on est engagé. D'ailleurs, les ESH aujourd'hui respectent la clause de revoyure et continueront à la respecter. Je pense que c'est aussi un de nos engagements forts et importants dans le cadre du mouvement. Mais ça n'est pas par la construction neuve que nous allons résoudre la crise du logement. La crise du logement, elle découle d'un parcours ascendant pour tout le monde et d'un parcours qui permet aussi que le parc existant réponde au fur et à mesure de la vie à plusieurs locataires. Yannick Borde. Plusieurs choses. D'abord, sur quel que soit le segment du secteur du logement que l'on regarde, on est dans un contexte où on a une demande supérieure à l'offre. Donc, à partir de là, je pense que personne ne peut remettre ça en cause. Et on voit bien que les mesures, elles sont d'abord, comment est-ce qu'on arrive à doper l'offre. Doper l'offre, ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans les acteurs quel qu'il soit. Il faut sans doute ralentir un peu les stop and go et être sur des choses qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus durables. Et puis après, il faut sans doute coller un peu plus à certaines particularités territoriales. Et c'est vrai que la politique du logement, dans ses grandes lignes, elle est souvent guidée par la situation réelle de l'Île-de-France et elle ne s'applique pas nécessairement de la même façon quand on est dans la Nièvre, à Bordeaux ou ailleurs. Et on a certainement une corrélation assez forte avec la question du développement économique et où moi je suis un tout petit peu surpris, un peu inquiet ces derniers temps, c'est de voir des élus à la fois plaider et soutenir fortement le développement économique de leur territoire tout en mettant le pied sur le frein sur la construction de logements. Donc là, évidemment, on va se retrouver à un moment donné avec une équation qui va être extrêmement dangereuse et extrêmement compliquée. Donc ça, c'est des phénomènes qu'il faut arriver à réguler. Moi, je crois beaucoup à la décentralisation des politiques du logement, à une condition évidemment, c'est qu'on ait des élus qui s'approprient cette matière qui peut être un peu compliquée quand on est nouvel élu, mais qui doit aussi coller à la réalité des territoires, à la réalité du développement économique, à la réalité géographique des territoires. Bon. Sur la question de la construction, on subit tous aujourd'hui la difficulté de l'environnement immédiat d'un programme. Ça, c'est pas nouveau, mais ça s'est accéléré. Je suis moi assez inquiet sur les mois à venir sur la question des coûts de construction. Alors on a le moment avec les matériaux, on a la RE 2020 dans 3 mois, on a je pense aujourd'hui un outil de production de logements. Matière première énorme quoi. Matière première énorme, mais aussi outil de production, c'est-à-dire quand on empile le projet des JO de 2024 et le village olympique, le Grand Paris, 400 000 logements par an, MaPrimeRénov', enfin tout ce qu'on a aujourd'hui comme tentative de dynamique, en tout cas sur la construction ou sur les travaux. Je pense que le président de la fédération, j'ai croisé tout à l'heure l'ancien président de la fédération du bâtiment, Jacques Chanu, on en a reparlé un petit peu, on avait beaucoup parlé quand il était président. Aujourd'hui, on n'a pas les hommes, on n'a pas les entreprises, on n'a pas les grues. Les grues, on peut sans doute les construire et les acheter, mais on n'a pas l'outil de production. Donc à un moment donné, il va bien falloir que tout ça s'emboîte. Et puis, le réseau que je préside, qui sommes à la fois dans le logement social, mais aussi pour partie dans le logement plus concurrentiel, mais les bailleurs sociaux le voient aussi tous les jours, et les promoteurs le voient aussi tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, les opérations, elles sortent pour la plupart que si on est ensemble sur les programmes. Il y a très peu de programmes aujourd'hui pouvant être montés par un promoteur privé qui n'intègrent pas une quote-part de logement social, et sans doute réciproquement. Donc il va bien falloir à un moment donné que toute cette grande famille des acteurs, c'est en tout cas un vœu qu'on a plusieurs fois formulé, avec assez peu de succès jusqu'à présent, donc on en profite, c'est qu'on arrive ensemble à faire admettre aux décideurs, au gouvernement pour le citer, que cette chaîne du logement, elle doit être en confiance, en durée sur les dispositifs, et essayer de mobiliser tous les acteurs pour répondre. Et la proximité avec les élus locaux, alors
On l'a bien vu aux dernières élections municipales, et ce n'est pas propre aux grandes villes. Lyon, Bordeaux et Strasbourg ont été cités, mais personnellement, sur le groupe que je dirige, on l'a vu aussi sur une commune du littoral 21, où un accord de la municipalité précédente, changement de municipalité gagnant sur l'urbanisation un peu excessive de la commune, une commune de 10 000 habitants littoral, et la nouvelle collectivité qui fait marche arrière sur tous les projets. Donc voilà, il y a toute cette organisation-là et cette dynamique-là peut-être à réinstaurer, à condition qu'on ait des politiques aussi assez stables dans la durée. Marie-Noëlle Lienemann. Oui, je crois que le pays fait l'autruche sur un certain nombre de grands sujets. Je considère que, et on l'a vu dans le travail de la commission Rebsamen, il n'y a pas une juste évaluation des besoins de logement dans ce pays. Il y a écrit, je recherchais la formule, mais je vous le dis un peu lapidaire, il y a écrit que si on construisait chaque année autant de logements que ce qu'on a fait en 2017 ou 2018 ou en moyenne, c'est-à-dire 320 et quelques mille logements par an, il n'y aurait pas de problème, on réglerait les problèmes de logement. Quand je suis devenue le ministre, ça a maintenant une antiquité, en 1992, la première personne que j'ai rencontrée, qui était le directeur de l'équivalent des HUP, je lui dis, monsieur le directeur, combien faut-il construire de logements par an en France? C'était déjà 300 000. Et on a vu que tous ces chiffres sont bidons. La demande est considérable. On sous-estime les besoins de logement. Parce que c'est comme les médecins, vous savez, prenez combien il y a de logements en France, tant dans la démographie, un peu de résorption du mal-logement, et hop, en macroéconomie, boum, ça va. Sauf que puis l'INSEE s'est bien gouré, ils n'avaient pas vu les foyers monoparentaux. Les décohabitations, les divorces, etc. Puis après, vous avez l'idée que c'est global et comme s'il n'y avait pas de différence entre les territoires. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de logements dans un coin que spontanément ils vont naître là où il y a besoin. La deuxième autruche, c'est le pays ne veut pas voir l'appauvrissement d'une large partie de sa population et des couches moyennes. Parce que quand on me dit que les couches moyennes sont les lits, c'est faux. C'est les couches moyennes supérieures. Quand vous prenez le revenu médian, c'est à des années-lumière du revenu médian. Le drame de ce pays, c'est que les prix du logement et de l'immobilier sont en divergence majeure, permanente, en accroissement avec l'évolution des revenus des Français et voire de l'inflation. Et cette crise-là, elle est structurelle. Et nous, on est percutés de plein fouet. Parce que comme les gens ne veulent pas voir qu'il y a un appauvrissement, le pauvre, on ne veut pas le voir parce qu'il nous met en regard la gravité de notre situation dans le pays. Et l'effort qui est... Le troisième point, il est idéologique. Il y a une crise républicaine. Maintenant, tout le monde a le mot République à la bouche. Mais chacun prend son petit bout de la République. Il y a ceux qui vont vous parler à longueur de journée de la sécurité, vrai problème, et on le sait bien. Ceux qui vont vous parler du fait qu'il y a trop d'immigrés, etc., vaste sujet. Mais personne ne vous dit que l'éthique même de la République, c'est de vivre ensemble. C'est contre, alors là le Premier ministre l'a bien dit, mais la question c'est de donner les moyens de cela. Et nous, on est au cœur de ce pacte. Comme il est dur à vivre, comme plus personne vraiment le défend dans son entièreté, eh bien on est percuté par tous ceux qui ont peur de cet avenir. Cette crise républicaine, elle nous touche. Donc on peut attendre qu'à la présidentielle, on ait non seulement des solutions techniques, mais qu'il y ait des gens qui aient le courage, quel que soit le bord des uns ou des autres, d'assumer cette vision de la République. Et je veux terminer par un point qui est lui-même plus technique. La France décentralisée, moi je suis très décentralisatrice, j'ai été maire passionnant, etc. Mais il faut réinventer la planification à la française, mais complètement la faire autrement. Il faut qu'elle parte des territoires qui doivent dire voilà nos besoins, voilà nos possibilités. Puis après on agrègue. Quand je dis les territoires, c'est les communes. Parce que alors les millefeuilles, les conneries de restructuration, des agglomérations, des métropoles, ça merdouille de tous les bords. Ça merdouille partout. Sauf dans les endroits où on est très consensuel, tous la même couleur politique, etc. Mais même, ils s'engueulent entre eux, etc. C'est paralysant. Pourquoi vous regardez Yannick Borde quand vous dites ça? Non, mais parce que, non, pas spécialement, je ne lui en veux pas en tant que maire. Mais si ça ne part pas de la commune qui a le permis de construire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le maire, il a le permis.
Donc il faut que les conseils municipaux tous les ans disent, voilà nos besoins, voilà nos possibilités, on agrègue. Si les gens ne font pas leur effort, la loi de programmation doit contraindre chacun à prendre sa part dans l'effort républicain. Et moi, je pense que si on part du terrain, il y aura moins de désaccords qu'on ne le croit. Si chaque année, dans chaque conseil municipal, on dit voilà, il y a eu tant de demandes de logement, on a pu en attribuer tant, on a tant de logements vacants, on a tant de logements insalubres, on a les jeunes qui veulent s'installer, une nouvelle entreprise qui vient, voilà nos besoins. Je pense qu'à partir d'une planification qui, remontant du terrain, va au sommet et vote une loi de programmation pendant chaque mandat, je pense que la responsabilité collective sera plus lisible, plus engageante. Et évidemment, il y a tous les débats après sur les moyens financiers, mais j'ai déjà été assez longue. Bon. Marcel Rogemont, vous allez devoir conclure. C'est vrai qu'on aimerait bien vous entendre plus longuement, et ça pourrait durer très longtemps. Simplement, la crise du logement, elle touche aussi le congrès HLM. Juste après, il y a la convention des personnels de l'Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine qui va se dérouler dans cette salle. Donc, Marcel Rogemont, il faut que vous ramassiez tout pour conclure, mais vous allez me faire ça très bien. D'abord, le Premier ministre a rappelé qu'on faisait partie du pacte républicain. Et il a rappelé aussi un élément important, que nous étions un produit de première nécessité, je serais tenté de dire, plus qu'un produit de première nécessité, tant il est vrai que c'est un droit au logement que l'on doit à nos concitoyens. Mais dès lors qu'il dit que c'est un produit de première nécessité, alors, excusez-moi, c'est la rengaine, la TVA 5,5 sur le logement social. Qu'on l'on traite le logement social comme un produit de première nécessité avec une TVA à 5,5. C'est-à-dire que derrière les mots, qu'il y ait une réalité. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler parce qu'on ne peut pas, avec des conditions économiques de plus en plus contraintes, construire plus. Ça, je ne sais pas où on peut aller, ou alors le système est totalement différent de celui que nous avons actuellement. La deuxième chose qu'il y a, c'est que nous avons un risque. Je le dis en tant qu'ancien parlementaire, mais c'est le risque législatif. On est dans le temps long quand on est sur le bâtiment, quand on construit. On ne peut pas se permettre d'avoir tous les ans une loi qui vous travaille les choses et qui fait que ce n'est plus exactement de la même façon qu'il faut construire, etc., etc. Ça ne peut pas fonctionner. Le président de la République, lorsqu'il est arrivé en 2017 au pouvoir, il aurait dit « il n'y aura pas de loi logement et on ne touchera pas au logement ». Ben, écoutez, tous les ans, et même on n'attend pas l'année, pour qu'il y ait des dispositions nouvelles, bonnes ou mauvaises. Je ne dis pas les choses, je ne suis pas contre l'évolution, mais malheureusement, trop souvent, elles ne sont pas très saillantes pour le logement social. Et enfin, si j'avais un souhait, moi, pour les prochaines présidentielles, je serais tenté de dire on devrait mettre dans une salle un peu sombre, quoi, avec un peu d'éclairage quand même, une bougie par exemple, et on devrait mettre tous les candidats dans cette salle, un par un, pendant 1 heure, et leur demander de réfléchir sur la phrase qui a été prononcée le 1er avril 1954 par l'abbé Pierre, lorsqu'il dit comme cela « Il n'y a pas de violence qu'avec des armes, il y a aussi des situations de violence lorsque les plus petits d'entre nous n'ont plus d'espérance. » Et je pense que si on mettait cette phrase-là, et d'autres, qui a été prononcé par l'abbé Pierre, et on demandait à chaque candidat de réfléchir sa politique en fonction de cette déclaration, on aurait peut-être ce sursaut que nous avons connu dans les années 50 et 60 dans le logement social, et que ce serait à ce moment-là un bienfait pour l'ensemble de notre population. Applaudissements pour nos 5 présidents.